À l'écoute des radios Mali, il est 13h à Ségou, la même heure partout dans le pays. Dans un instant, votre journal de la mi-journée. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de cette édition, 2 jours, plus de 400 chefs de tribus du Mali, de la Mauritanie, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Niger en conclave à Bamako. Objectif, faire de la chefferie traditionnelle un puissant outil de réconciliation. Mamadou Fani nous en parlera. Pendant que la tribu Kel Ansar mobilise pour la réconciliation, le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable est vent debout contre la désertification. Pour ce faire, il vient de lancer la deuxième édition du projet Un élève, un arbre. Au finish, c'est planté près de 2 millions d'arbres. Agibou Koulibaly nous en parlera. Dans notre dossier de ce lundi, Brahma Traoré nous parlera de la calvitie qui est la perte des cheveux. Et puis en sport, week-end faste pour les clubs maliens en compétition africaine de clubs. Le Djoliba assis en Ligue des Champions et l'Est Real de Bamako en Coupe de la Confédération se sont imposés lors de la manche allée ici à domicile. Et puis le Mali, en plus du ticket de la Coupe d'Afrique des Nations, Kadi est champion du tournoi UFOA Zone A. Fotigi Tunkara sera là pour toute l'actualité sportive en fin de journal. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Lundi 10 octobre 2022, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Tout d'abord, le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, a reçu ce matin en audience Delmi Boudjema, président du comité de suivi de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. Il a été essentiellement question des relations entre le Mali et l'Algérie ainsi que la mise en œuvre de l'accord de paix issu du processus d'Alger. Cette audience se tient à la veille d'une réunion du comité de suivi de l'accord CSA. Je vous propose d'écouter Delmi Boudjema à sa sortie d'audience au micro de Mahamari Koni. L'occasion d'évoquer les relations bilatérales qui sont excellentes parce qu'entre l'Algérie et le Mali, pays voisins, pays frères, avons toujours développé des relations de fraternité, de bon voisinage. Évidemment, nous avons évoqué également des questions qui concernent plus spécifiquement le Mali, qui relèvent de sa souveraineté, notamment la mise en œuvre de l'accord de Bamako pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. J'ai reçu un certain nombre d'informations et d'orientations de M. le Premier ministre par intérim, en présence du ministre Ouagué, qui est chargé de la mise en œuvre de l'accord, mais également en présence du ministre des Affaires étrangères, M. Diop, pour voir dans quelle mesure la réunion de demain du CSA puisse être une nouvelle occasion pour faire en sorte que l'accord de Bamako puisse être mis en œuvre de manière sincère et de manière surtout franche par l'ensemble des signataires de l'accord. En tant que médiateur et président du CSA, nous ne faisons qu'avaliser les décisions qui sont prises souverainement par nos frères maliens. Nous les accompagnons, nous essayons de voir où se trouvent les points de blocage et nous essayons de faire en sorte que nos frères maliens puissent trouver des solutions. Les choses marchent, notamment depuis la dernière réunion décisionnelle qui a pris des décisions importantes. Et nous sommes particulièrement optimistes. Nous insistons particulièrement auprès de tous les partenaires, mais également auprès des signataires de l'accord, sur 3 principes. Le premier principe, c'est l'unité du Mali. Le deuxième principe, c'est l'intégrité territoriale de ce pays. Et le troisième, c'est la souveraineté dans la prise de décision politique. C'est les 3 critères et les 3 principes qui doivent guider l'action du comité de suivi. C'était là, à l'instant, Delmi Boudjema, président du comité de suivi de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et de la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, reçu en audience ce matin par le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga. Fait hier après-midi de la rencontre générale, la tribu Kel Ansar à Bamako. Durant 2 jours, les participants ont discuté sur le thème sécurité et développement. Cette rencontre a vu la participation de plus de 400 chefs de tribus et chefs de fractions. On signale également la participation des délégations venues de la Mauritanie, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Niger. Mamadou Fani.
2 jours de débats, d'échanges sur le thème sécurité et développement ont permis aux délégués de la rencontre de la tribu Kel Ansar d'adopter des conclusions fortes. La chefferie traditionnelle et la bonne gouvernance, ainsi que d'autres thématiques sur la cohésion sociale et le vivre ensemble ont été largement abordées. Ahmed Ag Mohamed El Mokhtar, rapporteur de la rencontre. Restauration et renforcement de la chefferie traditionnelle. La reconnaissance du statut des chefferies traditionnelles dans la nouvelle constitution en cours d'élaboration. La mise en place d'un comité de suivi et évaluation des recommandations de la présente rencontre. La révision de la loi portant création des chefs de village, des fractions, en donnant plus de pouvoir aux chefferies traditionnelles. Renforcer les échanges d'expériences entre les différents chefs traditionnels. La remise aux chefferies traditionnelles de leurs lettres de noblesse. L'identification des voies et moyens permettant de réhabiliter les chefferies traditionnelles, dont l'autorité aujourd'hui est laminée par plusieurs facteurs. Une motion spéciale de remerciement a été adressée au président de la transition pour son appui à cette rencontre. Des attestations de reconnaissance et des cadeaux ont été décernés aux délégations venues du Sénégal, du Niger, de la Côte d'Ivoire, de la Mauritanie, ainsi qu'au président de la transition, au premier ministre par intérim et au parrain de l'événement, le ministre de la Jeunesse et des Sports. Moussa Ag Ater, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, parrain de la rencontre. Je voudrais donc saisir ce moment solennel pour vous transmettre les félicitations et les encouragements de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, pour votre initiative qui participe de votre reconnaissance et de votre dévouement à faire du Mali une vitrine pour la renaissance africaine. Cette renaissance ne prendra son envol qu'avec la mise en place progressive de tous les leviers qui ont fait la grandeur des empires et royaumes qui se sont succédés sur notre espace millénaire, un espace qui a vu chaque diversité apporter, avec sa touche singulière, sa pierre à l'édifice commun, contribuant ainsi à asseoir l'équilibre de la nation malienne. À noter que plus de 400 chefs de tribus et fractions ont pris part à cette rencontre. Une rencontre qui s'achève sur de bonnes notes, de voir les chefs traditionnels jouer toutes leurs partitions pour le renforcement de la cohésion sociale au Mali. Et pendant ce temps, Mamadou Fane, le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, a lancé ce week-end la 2e édition du projet Un élève, un arbre de la Fondation Bali à l'école de Kalabambé dans la commune de Kalabankoro. Cette année, le programme s'articule autour de la plantation de 2 millions de plants d'arbres, toutes espèces confondues sur l'ensemble du territoire. Les organisateurs ont profité de récompenser les 3 écoles les plus vertes de la première édition. Agibou Koulibaly. Il s'agit à travers ce projet Un élève, un arbre d'inculquer dans l'esprit des élèves la notion de la protection de l'environnement à travers la plantation et l'entretien des arbres. Cette initiative vise surtout à donner aux apprenants le goût du reboisement. Baba Saïd Bali, président directeur général de la Fondation Bali. Nous avons lancé ce projet, Un élève, un arbre, pour dire aux enfants, vous nous aviez confié votre bien le plus précieux qui est l'environnement. C'est votre avenir. Nous souhaitons vous le retourner le jour où vous aurez l'âge d'avoir besoin d'utiliser cet environnement dans de meilleures conditions. Nous vous demandons de nous aider à vous aider, nous aider à les entretenir. Le ministère de l'Éducation nationale se félicite de l'accompagnement de la Fondation Bali pour tous les efforts consentis dans le secteur de l'éducation. Kinan Ag Gadeda, secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale. Notre système éducatif intègre tous les programmes qui vise à lutter contre les changements climatiques du préscolaire au secondaire. Malheureusement, ce sont des théories qui ne s'appuient pas sur la pratique. Nous avons la chance, effectivement, d'appliquer la théorie à la pratique, planter des arbres pour sauvegarder l'environnement. C'est ce qu'il faut désormais continuer à faire. L'éducation, c'est l'apport de chacun et de tous. Pour le ministre en charge de l'environnement, ce projet cadre avec la volonté des autorités, car il met l'éducation environnementale au cœur des apprentissages scolaires. Modibo Kone, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. L'objectif spécifique est de lutter contre les effets de désertification, les changements climatiques et la dégradation des écosystèmes menacés à travers le reboisement dans les écoles pendant 5 ans, avec 15 000 plants, la restauration
de 14 614 hectares de terres dégradées et des écosystèmes sur le tracé de la Grande Muraille Verte, la réalisation de 6 pépinières avec forage équipés, de châteaux d'eau et de kits scolaires. L'année dernière, la Fondation a mis en compétition 11 écoles des académies de la rive droite et gauche de Bamako. À l'issue de ce concours, 3 écoles les plus vertes ont été récompensées. Elles ont reçu des kits d'assainissement et de fournitures scolaires. Il s'agit du groupe scolaire Inamassa Sissé de Nyarila, du groupe scolaire de Nyamakoro Zirakoroba et du groupe scolaire Mamadou Gundo Simiaka de Badalabougou. 13h10, actualité du Mali. Au Tchad, la nouvelle charte de transition révisée à l'issue du dialogue national inclusif fait basculer le pays dans une seconde phase de transition. Le général Mahamat Idriss Déby dirigera pendant 24 mois cette nouvelle période transitoire. Une cérémonie officielle de son investiture en tant que président de la transition doit se tenir aujourd'hui en N'Djamena. D'ailleurs, au cours de cette cérémonie, une absence à souligner, celle du président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat. Au Nigeria, le naufrage d'un bateau surchargé a coûté la vie à 76 personnes ce week-end sur le fleuve Niger. L'annonce a été faite hier par le président Muhammadu Buhari. Quelques 85 personnes se trouvaient à bord du bateau qui naviguait dans l'état d'Anambra, dans le sud-est du pays, lorsque la montée des eaux a fait renverser le navire. En Russie, le président Vladimir Poutine réunira aujourd'hui son conseil de sécurité. Cette rencontre rassemblera les principaux ministres et responsables politiques et représentants des services de sécurité et de l'armée. Ce conseil de sécurité intervient 2 jours seulement après l'explosion du pont de Crimée par les Ukrainiens, selon le Kremlin. En réponse à ce sabotage, la Russie a bombardé Kiev ce matin en tirant plusieurs missiles sur la capitale de l'Ukraine. En Autriche, le président sortant Alexander Van der Bellen, c'est le vainqueur des élections présidentielles. Selon les premiers sondages réalisés à la clôture du scrutin, Alexander Van der Bellen, âgé de 78 ans, aurait réuni 54,6% des suffrages, loin devant les 6 autres candidats. Le résultat officiel ne devrait être connu en fin d'après-midi. On en vient à notre dossier de tous les lundis et aujourd'hui ce dossier va nous parler de la calvitie. Quand se raser ou se coiffer devient un exercice régulier, rassurez-vous, ce n'est pas par plaisir ou par beauté, mais une nécessité pour certaines personnes afin de cacher leur calvitie, c'est-à-dire la perte des cheveux. Les chauves, comme on les appelle couramment, attirent les regards par leur crâne très luisant. C'est une pathologie qui a plus un effet psychologique sur l'individu que réellement sur sa santé selon les médecins. Le grand format de ce lundi en rediffusion s'intéresse à la calvitie que certains brandissent fièrement alors que d'autres en font un objet de blague. Il est signé Brahma Traoré. Moi, je me nomme Abdoulaye Guindo, je suis journaliste blogueur. Si son nom n'a rien de particulier, sa tête par contre est devenue son principal trait distinctif. Du front à la nuque, la chevelure est traversée par une route très lisse, une partie de la tête dépourvue de cheveux, véritable miroir. Abdoulaye Guindo en a fait le constat à l'âge de 25 ans. Mon père est chauve, donc avec cette histoire selon laquelle on hérite tout de ses parents, donc j'ai commencé à comprendre très jeune que peut-être j'allais être chauve et surtout que j'ai un grand frère qui a eu un bébé, un garçon. Depuis la naissance, on voyait déjà les signes de la calvitie sur la tête du bébé. Donc je me suis dit que si je me retrouve un jour chauve, ça ne va pas me surprendre parce que mon père est chauve. Donc c'est à l'âge de 25 ans que j'ai constaté que mes cheveux ont commencé à partir. Contrairement à Abdoulaye Guindo, Adama Diarra, journaliste aussi, n'a pas de souvenance exacte du début de la perte de ses cheveux. Ce qui est évident, sa tête miroite comme un rayon de soleil sur une bouteille. Je ne me rappelle pas de la date exactement. C'est après les études universitaires. Je crois que ça a commencé. Je n'ai pas du tout honte. Bien au contraire, c'est même une façon pour moi de me moquer des autres, quoi. Je ne suis pas le seul chauve au monde. Pas le seul chauve au monde. Même réaction sur Abdoulaye Guindo, très fier de sa tête clairsemée. Pour le confrère, la perte de cheveux n'a aucun impact sur sa productivité, encore moins sur sa vie. Déjà dans ma tête, c'était quelque chose de naturel qui arrivait à certaines personnes. Mais j'ai cherché à comprendre pourquoi d'autres étaient chauves et d'autres ne l'étaient pas. J'ai lu des documents, des trucs de médecine. J'ai vu que c'était souvent dû à une formation génétique. Donc, chez certaines personnes, perdaient les cheveux rapidement et d'autres non. Je n'ai pas honte de ma calvitie. Je la brandis fièrement. Je m'amuse même avec ça.
et je sais que ça n'empêche de rien faire. Abdoulaye Guindo et Adama Diarra ont la calvitie, communément appelée Telou en Bambara. Dans le domaine médical, une autre précision qui nous éclaire davantage. Dr Mamadou Kone est dermatologue. Je dirais que le terme chauve, c'est pour le commun des mortels. Tout le monde peut parler de chauve ou bien dire que telle ou personne a une calvitie. Mais en termes médicaux, nous allons parler plutôt d'alopécie. Donc l'alopécie, je dirais, c'est une perte de cheveux ou bien de poils au niveau des sourcils ou n'importe où au niveau du corps. La calvitie est une pathologie qui touche plusieurs hommes, mais pas seulement. Les femmes en souffrent également, même si la fréquence est jugée très faible. Je dirais que c'est une maladie parce que généralement c'est causé par des pathologies bien définies. On peut parler d'alopécie, les alopécies d'origine infectieuse, des origines qui sont auto-immunes, telles que le lupus, la sclérodermie. Et les causes infectieuses, on peut parler même le VIH, les folliculites peuvent entraîner des alopécies. Généralement, ce qu'on appelle calvitie, c'est des causes qui sont androgéniques. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont prédisposés à faire ça. Notamment, c'est ce qu'on appelle TELU chez les hommes en général. Mais ces alopécies aussi sont androgéniques. On peut les retrouver chez les femmes également. Et l'impact réel, c'est que c'est affichant. Et psychologiquement, certaines personnes ont honte d'avoir une calvitie ou bien une perte de cheveux. La maladie se traite, un traitement auquel font recours généralement les femmes qui vivent difficilement avec le TELU. Et la révolution médicale semble faciliter cette quête de chevelure, comme nous l'explique le dermatologue Mamadou Kone. Avec l'avancée de la médecine maintenant, de la dermatologie, il y a plusieurs types de traitements, notamment le côté chirurgical où on peut faire des greffons de follicules pileux pour pouvoir permettre à ces gens de retrouver la chevelure normale. Généralement, tous ceux qui le font, je pense qu'ils sont satisfaits. Ça relève un peu de l'esthétique, quoi. Au Mali, ici, généralement, les hommes, quand ils ont des calvities, c'est généralement androgénique. Comme je l'ai dit, c'est une prédisposition. Mais en consultation, on peut avoir des dames chez qui, à la naissance des cheveux, on commence à avoir la perte de la chevelure, des choses. C'est les femmes qui s'inquiètent beaucoup plus pour ça. Pour l'instant, Adama Diarra et Abdoulaye Guindo n'ont jamais tenté de traiter leur calvitie, perçue comme naturelle. Toutefois, se raser ou se coiffer est devenu pour les confrères un exercice irrégulier. Je me rase au moins une fois tous les 10 jours, juste pour que la calvitie ne soit pas bien visible. Au niveau où ma calvitie est, il est pratiquement impossible de la cacher, même si on se coiffe tous les jours. Je me coiffe régulièrement, c'est-à-dire une fois par semaine. Ça donne l'impression que je ne suis pas chauve, mais dès le lendemain, les premiers cheveux commencent à pousser et on voit la calvitie. Maintenant, la seule chose qui m'énerve dans cette histoire de calvitie, c'est que mon coiffeur me taxe au même prix que les autres qui ont des cheveux. Voilà. En attendant la prise en compte de cette doléance, Abdoulaye Guindo semble croire à certaines affirmations populaires liées à la calvitie. Même si elles ne sont pas vérifiées, elles constituent pour lui un réconfort moral. Mais le fait qu'on te dise les chauves, c'est des personnes chanceuses, qu'il y a des personnes qui sont en général que les chauves ne sont pas pauvres, même si tu vois que des chauves sont pauvres, même moi je suis un pauvre, mais ça permet de garder espoir. Et on voit aussi que les femmes, il y a certaines femmes qui aiment les hommes chauves. Donc ce qui fait que quand tu attends ces genres de commentaires, ça te permet de supporter ta calvitie. Ce point de vue n'est pas partagé par Adama Diarra, journaliste. Pour lui, ces affirmations sont à mettre plutôt dans le panier de la superstition. Ça relève de la superstition. Vous êtes chauve étant pauvre, vous êtes pauvre. Voilà, donc il y a des gens qui sont milliardaires, ils sont chauves aussi, Je pense bien que ça n'a rien à voir avec la fortune, la richesse. C'est tout simplement naturel. Naturel est loin d'être un handicap pour la bonne santé et le développement socio-économique de l'individu. Seulement pour le chauve, le peigne reste un vieux souvenir. Voilà, il ne présente pas de signe, mais il sera là dans un instant pour nous parler sport. Il s'agissait de Foti Tunkara en direct dans ce journal. Foti, bonjour. Bonjour Ousmane, bonjour à tous. Un plaisir de vous retrouver. Plaisir partagé. On commence par le tournoi UFOA Zone A de football des moins de 17 ans. La compétition a connu son épilogue hier avec le sacre du Mali. Oui, les Maliens remportent le tournoi UFOA Zone A de football des cadets Mauritanie 2022. En finale disputée hier au stade Bouadia de Nouakchott, le Mali a battu le Sénégal par le score de 4-2 au tir au but. À l'issue du temps réglementaire, le score était d'un but partout
pourtant battus en poule 2-1 par les Maliens. Ce sont les Sénégalais qui avaient ouvert le score en fin de première partie, juste avant la pause. Les Maliens qui n'avaient plus le temps de réagir s'accrochent et égalisent en deuxième partie pour ensuite s'imposer au tir au but. Les Maliens remportent ainsi le trophée de ce tournoi de qualification pour la phase finale de la CAN des cadets Algérie 2023, à laquelle le Mali et le Sénégal représenteront la zone A de l'UFOA, Union des fédérations ouest-africaines. Les tout nouveaux champions d'Afrique de la zone A de l'UFOA viennent de regagner le Bercail, viennent donc de rentrer au Bercail ce matin. Leur avion a atterri aux environs de Nevers à l'aéroport international président Modibo Keïta de Sénou. Aux dernières nouvelles, une cérémonie de réception sera organisée à leur honneur dans les jours à venir. Félicitations et bon retour pour eux. Le week-end a été faste pour les clubs maliens engagés en compétition africaine de clubs. En Ligue des Champions, le Djoliba assis a battu 2-1 CR Belouizdad ici au deuxième tour des préliminaires. Oui, pourtant orphelin de son entraîneur Sekou Sekibako et son adjoint renvoyés au gradin en raison d'une notification qu'ils ont reçue juste avant le coup d'envoi du match. C'est un match qui va donc idéalement démarrer pour le Djoliba AC. Les Rouges ouvrent le score dès la deuxième minute de jeu sur corner par le capitaine des formations, Omar Kamara, de la tête qui bat le portier algérien. Il trace ainsi la voie du succès à son équipe. 1-0 pour le Djoliba qui concrétise ainsi son ascendant en début de match. Keï à froid, les Algériens n'accusent cependant pas le coup. Ils s'accrochent et égalisent vite à la 10e minute de jeu par Mohamed Islam Belkir sur un contre rondement mené par son partenaire Youssef Louafi. Un but partout, score à la mi-temps. C'est en seconde période que les Djolbis vont se transcender pour reprendre l'avantage au score à la 74e minute de jeu par Djibril Koulibaly sur un service de Moussa Diallo Mouterni entré en cours de jeu. 2-1 pour les Djolba, c'est plus rien ne change si ce n'est la réduction numérique des Algériens qui terminent la partie à 9 contre 11 à la suite de l'expulsion des deux joueurs coup sur coup à la 90e minute de jeu alors qu'il ne restait plus que les 5 minutes de temps additionnels signalés par les arbitres sénégalais. Courte victoire, mais qui reste toute somme précieuse pour les Rouges qui disposent d'un léger avantage non négligeable en vue du match retour vendredi à 18h en terre algérienne où tout est à refaire. Là encore, les Djolba AC disposent d'un ascendant psychologique sur le CR Belouizdad pour l'avoir éliminé en 2010 pour sa première accession à la phase de groupe de la Coupe CAF. Pour rappel, 0-0 ici à Bamako à l'aller et un but partout au retour en Algérie. Comme ce fut le cas en 2010 en Coupe CAF, l'histoire se répétera-t-elle cette année en Ligue des Champions pour les Rouges? La réponse dans quelques jours. Et on souhaite aux Rouges de Bamako bonne chance, surtout que vous avez évoqué un nom qui m'a fait sourire, Moussa Koulibaly Mouterni, ça veut dire qu'il doit être inarrêtable. Absolument très rapide. On va souligner aussi la victoire de l'AS Real de Bamako en Coupe de la Confédération. C'était déjà avant ce match du Djoliba, 3-0 face au Ghanéen Irsof Ok Dakar. Samedi précisément. Oui, outre ce Djoliba, c'est Belouizdad, bien d'autres rencontres étaient au programme. Oui, Royal Léopard du Swaziland et Coton Sport des Garoua ont fait match nul un but partout. Vipère d'Ouganda a tenu en échec le TP Mazembe 0-0. La passe des Chichel a été atomisée par Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud 7-0. Tenez-vous bien, 7-0. Les Tunisiens de Monastir ont perdu 1-0 devant le National Al-Ahly d'Égypte. Plateau United du Nigeria a gagné 2-1 face à l'Espérance sportive de Tunisie. Primero Agosto d'Angola s'est incliné 3-1 devant le Simba FC de la Tanzanie. River United du Nigeria s'impose 2-1 devant le Wydad Casablanca. ASEC Mimosa de Côte d'Ivoire a perdu 1-0 face au Oroya AC de Guinée. Flambeau du Centre Burundi est tombé 1-0 devant le Zamalek d'Égypte. Direction à présent l'Europe où place demain à la 4e journée de la Ligue des Champions, la coupe aux grandes oreilles comme on aime à l'appeler, avec déjà des cadors en danger et d'autres qui peuvent valider leur ticket déjà. En tout cas, 8 rencontres sont au programme de cette 4e journée demain. Les Danois de Copenhague accueilleront Manchester City à 16h45. Les Israéliens de Maccabi Haïfa recevront la Juventus à 16h45. Également, les Ukrainiens de Shakhtar Donetsk seront face au Real Madrid à 19h. Dortmund sera opposé au FC Séville, le Milan AC. Votre Milan C1 sera face à Chelsea. Le PSG affrontera les Benfica. Les Écossais de Celtic Glasgow joueront contre les Allemands de Leipzig. Les Croates du Dynamo Zagreb accueilleront les Autrichiens de Salzbourg. Toutes ces rencontres se jouent donc à 19h temps universel. Suite et fin de cette 4e journée mercredi avec les confrontations suivantes: Atlético Madrid Club Brugge à 16h45, Naples Ajax à 16h45 également, Barça Inter à 19h, Sporting Marseille, Leverkusen Porto, Victoria Plzen Bayern, Tottenham Francfort et Rangers FC Liverpool. Toutes ces rencontres sont également prévues à 19h temps universel.
Pour ceux qui ne le savent pas, le Milan est le deuxième club le plus titré de l'histoire de la compétition, juste derrière le Real de Madrid. Sauf que ça fait déjà une éternité. Et on va finir avec la discipline dans laquelle le Mali est double champion du monde. Il s'agit bien du taekwondo. Les Maliens participent à l'Open international de Dakar et s'envolent ce lundi. Oui, départ par voie terrestre cet après-midi, donc à partir de 15h, composé environ de 18 personnes. La délégation malienne comprend des officiels administratifs et techniques, délégués fédéraux, arbitres, médecins, coachs et naturellement des athlètes. Ces derniers défendront les couleurs du Mali dans différentes catégories de poids. Il s'agit de Bachete Diallo chez les moins de 54 kg, Sirman Ballo chez les moins de 58 kg, Youssouf Sempara chez les moins de 63 kg, Mohamed Fofana moins de 68 kg, Nouhoum Diawara plus de 87 kg, Maïmouna Konaté moins de 51 kg, Mariam Sidibé moins de 57 kg, Fanta Traoré moins de 67 kg. Prévu les 15 et 16 octobre prochains au complexe sportif Dakar Arena de Diamniadio. L'événement va rassembler plus de 400 personnes composées de combattants, officiels et délégués techniques venant de différents pays du monde. La compétition va permettre aux combattants de glaner des points dans le ranking mondial du taekwondo. Bien qu'il soit ceinture noire, la passion du micro a raison de sa passion du tatami. Il s'agit bien de Fotiki Tunkara à 13h passées de 25 minutes à Dramani Région Nkaï. Ce journal s'achève. Il vous a été présenté par Ousmane Daou, mise en onde Sidi Koulibaly et Absi Traoré. Réalisation Maïmouna Guindo, dossier Babadiara, mise en ligne Marcel Tessougué. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion, bon après-midi à toutes et à tous. Excellente semaine. Chacun de nous ne peut être une étoile. Mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Au revoir et à très bientôt.